Bismillahi Rahmani Rahim. Ces trois mots de la culture arabo-musulmane, j'aimerais qu'ils se trouvent en fronton de cette soirée, qui peuvent être traduits librement par « Bonne fête à tous ». Et s'il y a une personne qu'il faut ici féliciter et applaudir, c'est mon vieux camarade Michel Wotos, notre hôte, qui peut être considéré ce soir comme le seul éditeur important en Belgique. Avant chaque naissance, il y a une mort à franchir. Avant chaque voyage, il y a une mer à traverser. Comme avant chaque jour, il y a une nuit à dépasser. Cette mort, cette mer, cette nuit d'attente avant une hypothétique aurore à venir, c'est l'histoire d'Ariako. Qu'est-ce qui subsiste d'éveil après la vie d'un homme? Demande ce livre, sinon quelques rêves. Celui d'un étranger, d'un voyageur, ayant connu l'expérience de la mort parmi les vivants, sans jamais renier le secret d'un possible au-delà, qu'il soit historique ou métaphysique. C'est-à-dire qu'il intègre à la cité des hommes, avec plus ou moins de réalisme, sa vision d'une existence au-delà de l'horizon visible. C'est l'idéal d'un tel au-delà qu'interdisent aujourd'hui ceux qui ne possèdent le monde que par les sortilèges d'un fétichisme mystificateur dont l'unique transcendance, le capital, s'impose à l'universalité du marché. C'est donc un mort, un voyageur, un étranger, porteur d'espoir en une aurore au-delà des ténèbres, qui nous invite à l'écouter dans ce livre. Mais qu'est-ce encore qu'un livre, quand le dernier Wargame, première marchandise culturelle mondiale de notre époque, se vend à 10 millions d'exemplaires dès le premier jour? Pourquoi le secteur éditorial échapperait-il au destin de tous les autres produits de l'industrie? Ceux-ci, comme ceux qui les consomment, se divisent en deux catégories, les gagnants et les perdants. Au premier revient le prestige de l'élection distinguée, du luxe supérieur, de l'image de marque élitaire. Ainsi, pourquoi s'étonner si le critère de sélection des livres obéit à la logique de toutes les autres marchandises agrémentant grandes surfaces, gares et aéroports? Tel n'est pas le cas de celui-ci, peu conforme aux normes des kiosques, ainsi qu'aux canons des présentoirs de librairie. Sans doute, à tout prendre, le trouvera-t-on mieux exposé sur les étals d'une quincaillerie, voire à la devanture des auberges. Vase du Graal ou chaudron magique. Le titre que vous découvrez sur cette couverture en cuir désigne initialement un pot-au-feu chez les Indiens Caraïbes. C'est à se farcir un hoche-pot du verbe qu'il faut donc s'attendre en soulevant le couvercle d'une marmite où mijote voix de Lazare et paroles du phénix, écho du royaume des ombres et dit de la chevelure des Pléiades, rengaine d'une idole des vitrines et cri du cimarron. Le cimarron qui était l'esclave nègre fugitif sur l'île de Cuba. Toute humanité ne doit-elle pas inventer des signes conciliant vie et mort, nuit et jour, idéal et réel, prophétie, philosophie, poésie, parole sacrée, logos, mythe. Le théâtre est au cœur de ce dispositif depuis l'acte fondateur d'Abraham et de Dionysos, consistant à sacrifier un animal plutôt que de verser le sang humain. Chant du bouc, telle origine, est la tragédie. Nous en suivons ici les rituels d'une île des Cyclades à la cité cubaine de Baracoa. La même où débarqua Colomb, voici 5 siècles. La même où, voici 50 ans, s'établit le contrat
qui donnerait naissance à la tour panoptique. Henri Michaud ne disait-il pas « Dans la marmite est un grand secret ». Soit, ici, l'histoire d'un étranger sans papier, d'un voyageur sans ticket, d'un traversier des siècles sans autre passeport que la mélopée qu'il invente pour enchanter l'âme des humains. Toute pensée, depuis 3 millénaires, témoigne-t-il, a pour foyer d'anciennes braises dont une flamme nouvelle jaillit à chaque souffle de l'histoire qui pose une triple question. Quel foyer pour le feu sacré? Quelle cheminée dans la pyramide sociale? Quel axe entre terre et ciel si l'homme est un animal vertical? Soit, où est encore le réel et où l'idéal? Car c'est à une vision globale, englobant le réel et l'idéal, que s'allume le brasier de sa pensée, celle qui englobe la prétendue globalité marchande. Ce qu'il est convenu d'appeler mondialisation, l'idéologie du village global, ne postule-t-il pas, avec l'illusion d'une citoyenneté planétaire, la fin de la notion d'étranger? Chacun peut vérifier par l'absurde combien de milliards d'êtres un tel simulacre d'universalité laisse hors de ses enceintes fortifiées. C'est d'entre ces multitudes vouées au silence que s'élève ici la voix d'un voyageur étranger qui a fait la traversée de la mort. L'Aède, celui dont la parole, depuis les temps archaïques, suppose un principe de commune humanité mondiale. Car la plus contemporaine des visions du monde, ainsi qu'elle se donne à lire dans ce grimoire, est en même temps la plus ancestrale, celle d'Homère et des prophètes bibliques. À l'heure des robots traders, ces machines qui passent 1000 ordres en bourse à la seconde et mettent les marchés hors de tout contrôle, dictant la politique des États, l'Aède propose une longue phrase écrite en 30 siècles. J'appelle donc Aède le refoulé de l'Occident. C'est une autre façon de dire qu'un spectre hante l'Europe. L'art de ne pas voir et de ne pas entendre ce qu'on ne veut ni voir ni entendre, comme technique d'auto-refoulement, voire de forclusion, pour l'Aède, constitue le filtre de la fausse conscience occidentale. C'est pourquoi, nous dit-il, quand le capital spécule contre l'humanité, l'humanité doit spéculer contre le capital. Si spéculer signifie produire un effet de miroir, comment celui-ci ne serait-il pas sphérique, au sens où il débusquerait l'envers du décor, éclairant la face cachée du monde, celle que n'atteignent pas les projecteurs de la tour panoptique? Car toutes les procédures de refoulement aux frontières des étrangers de l'extérieur ne sont que les symptômes psychotiques d'un refoulement de l'étranger intérieur. La plus profonde mémoire de l'Occident, c'est-à-dire son histoire véridique depuis la guerre de Troie. Voici qu'un livre entreprend de faire ce récit. Par l'anamnèse posthume d'un personnage de roman pouvant être considéré comme l'absolu contre-type médiatique, aussi bien que ce qui sortirait du logiciel d'un ordinateur dans lequel auraient été versées toutes les informations relatives à toutes les cultures, un poète communiste grec. Mon ami Patrick Chamoiseau l'écrivait récemment, définissant le poète comme un homme dont le verbe à lui seul est action sur la matière du monde. Voilà pourquoi l'on peut se demander qui, parmi les jeunes affairistes gérant les business du vieux continent, se risquerait encore à lire
Homère ou Virgile, Dante ou Rabelais, Cervantes ou Shakespeare, Pushkin ou Mickiewicz, Goethe ou Verhaeren, Joyce ou Musil, Brecht ou Aragon, Cavafis ou Pessoa. Qui, parmi ces fossiles analphabètes, en charge de l'Europe et de ses programmes Erasmus, osa-t-il fêter cette année-ci le demi-millénaire de l'éloge de la folie? Si nos champions ratés du taux de croissance ne sont jamais que les valets d'une double dictature, celle de la valeur d'échange sur la valeur d'usage et celle du travail mort sur le travail vivant, notre poète communiste grec n'incarne-t-il pas un être dont la valeur d'échange est nulle quand sa valeur d'usage est peut-être infinie? Comme guerrier de la cause du travail vivant, n'est-il pas d'une suprême ironie qui nous livre en ces pages le travail d'un mort? Traversée de la mort, expérience humaine des plus paradoxales, tant chacun sait que la mort est précisément ce dont on ne peut faire ni l'expérience ni la traversée, ni le retour nécessaire à son récit. Pourtant, depuis la descente aux enfers d'Ulysse dans l'Odyssée, défi littéraire suprême n'est-il pas l'hypothèse d'une telle aventure envisagée comme transgression des ultimes limites? S'inspirant d'Homère, Dante ne franchit-il pas les colonnes d'Hercule pour découvrir les antipodes, et Joyce ne cartographie-t-il pas le monde moderne dans sa ville natale? Précédent célèbre expliquant qu'Homère et Joyce quittent le royaume des ombres pour mener l'enquête en ce livre, et sur la mort de la Haide, et sur les racines d'une civilisation. Seuls de tels regards convenaient pour apercevoir, de la tour panoptique à la firme Noé, entre parenthèses, nouvel ordre édénique, donc du marché des drogues en tout genre à la Kulturindustrie, quelle systématique et délirante inversion du réel a transformé l'espace public en gigantesque pseudosphère où d'immenses puissances privées sont désormais les créancières de la chose publique, à laquelle ces puissances doivent toute leur substance, et qu'elles tiennent à la gorge avec interdiction de connaître l'envers du décor pour des citoyens se trouvant doublement possédés, sans recours politique autre que celui de choisir alternativement celui des deux boxeurs promettant de frapper moins fort, le peuple entier se trouvant pris dans un triple roulement de coups, n'oublions pas l'arbitre médiatique, sur le ring de ce qu'il est encore convenu d'appeler démocratie. C'est à un tel modèle que l'Occident presse toutes les nations de se soumettre par les bombes si nécessaire. Dans un tel jeu de massacre, le peuple grec devait être mis à genoux. Mon imagination pouvait-elle se soustraire aux injonctions d'un personnage romanesque tel que c'est Aède, pour contrer une usurpation de la parole narratrice par l'omnipotent marché selon les procédures d'un storytelling généralisé. Fonction qu'exerce l'autre protagoniste principal de cette affaire comme aesthetical and ethical expert de la tour panoptique. Il se trouve qu'il fête à Bruxelles son 50e anniversaire la nuit du 16 juin 2004, savourant l'assassinat de celui dont le chant continue de le hanter durant cette nuit blanche, au cours de laquelle une voix lui restitue l'histoire clandestine du dernier demi-siècle, depuis sa naissance à Cuba. Par la grâce d'un figuier tropical, chargé d'une vaste mémoire depuis l'arrivée de Colomb, les multiples voix de la Haide lui restituent la vérité sur son propre passé. C'est ici que vient mon autocritique. Je veux dire, celle de Jean-Louis Lippert par Anatole Atlas. L'alter ego n'aurait-il pas raison d'insulter son scribe si celui-ci manquait au devoir d'enchasser une histoire aussi peu crédible dans le cadre d'un roman tant soit peu lisible? Car celui-ci ne l'est pas.
Voyez un peu ce gueux de 54 ans, sorti d'une double décennie de combats tragiques, à peine délivré des camps et des marches forcées dans le désert de Benghazi, auxquels étaient réduits les résistants communistes grecs par le monde libre et démocratique, rencontrer sur l'île de Paros une jeune et très belle fille d'armateur qui le drague et l'emmène sur le yacht de son père vers Cuba, où elle rencontrera celui qui deviendra le père du scribe de cette histoire. Voyez comme, entre Cyclades et Caraïbes, jaillit alors un éclair élucidant l'histoire humaine depuis la guerre de Troie. Non, je ne vais rien dévoiler. Sinon que la mère du scribe vécut avec la Haide une aventure amoureuse ayant uni la fée au dragon, dont les séquences illuminèrent l'arbre entre branches et racines duquel se tissa la parole de la Haide mort. Tout à coup, je prends peur. Se pourrait-il que nos temps aiguisent des terreurs telles que les terrorise l'ombre de celui qui fut, à travers les siècles, un enchanteur? Auquel cas, tous mes personnages auraient raison de me chasser pour n'avoir pas été capable de leur offrir un abri romanesque plus confortable que ce foutoir où le seul critère fut la liberté du créateur. Je disposais bien des matériaux pour la bâtir, cette citadelle imaginale où les intrigues se fussent déployées selon des codes publiables, mais il en eût coûté le double de papier. C'est dire s'il ne faut pas espérer se repaître ici des ingrédients habituels aux jeux vidéo, séries télévisées ou romans conventionnels, et si l'on peut craindre de trouver plutôt dans cet agliaco des aliments prohibés par le marché. Je me résigne donc à ce que ne soit peut-être lu par aucun contemporain ce modeste incunable dont, pour la raison même de ma faiblesse, la postérité sera seule juge. Merci.